Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Les formations du Moniteur, ce sont, comme on peut le voir sur la slide suivante, 5000 stagiaires formés chaque année, plus de 250 programmes et 1000 sessions de formation, là aussi chaque année, en présentiel ou à distance sur des thématiques variées telles que le BIM qui va nous intéresser aujourd'hui, mais aussi la conduite de chantier, la performance énergétique, le logement social, l'urbanisme. Voilà, donc vous pouvez découvrir l'ensemble de notre catalogue 100% dématérialisé qui est le catalogue 2022 venant de sortir. Et comme vous le verrez, nous avons une large gamme de formations autour du BIM, dont un parcours certifiant pour les BIM managers, et puis un certain nombre de formations en présentiel ou en distanciel pour l'assurance construction, avec ses différentes spécificités. Donc, nous sommes ce matin en compagnie de Gabriel Milan, qui est architecte-ingénieur à la société de conseil Using City et qui a notamment remporté le prix BIM Influencer 2020, et de Sarah Roméo, qui est responsable innovation construction chez Marche et qui a donc pour mission d'accompagner la filière construction pour l'assurabilité des pratiques innovantes et vertueuses dans ce secteur. Donc, nous avions échangé au mois de mai dernier déjà avec Gabriel sur les impacts du BIM et des data immobilières dans l'assurance construction. Et certains participants avaient regretté qu'il n'y ait pas eu le pendant, on va dire, assureur par rapport à un certain nombre de questions qu'ils se posaient. Donc, c'est chose faite aujourd'hui et je vais leur laisser la parole pour ce regard croisé. N'hésitez pas, grâce à la petite bulle question qui doit se trouver à droite de votre écran, de poser vos questions justement tout au long du webinaire et je leur relayerai en fin d'intervention afin que nous tâchions d'y répondre tous ensemble. Voilà, donc Gabriel, Sarah, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Alors, on va commencer par un petit état des lieux du BIM par rapport à l'assurance construction que je vais vous faire. Et puis ensuite, donc Sarah vous donnera un peu les perspectives aujourd'hui en cours chez les courtiers et les assureurs. Donc, sur cet état des lieux, juste un petit rappel par rapport au BIM pour bien resituer pourquoi aujourd'hui le BIM a un impact sur l'assurance construction. C'est déjà parce que donc on a l'ensemble de ces différents intervenants que je vous ai remis donc sur ce schéma, qui, en travaillant ensemble de façon collaborative, vont générer une base de données du bâtiment. Donc déjà, ça c'est un point qui est très intéressant et qui forcément permet déjà de savoir quelles sont les parties prenantes au sein d'une maquette numérique, qui est à l'origine de quelles données. Et donc, forcément, ça permet une traçabilité aussi des actions des uns et des autres. Donc forcément, cette interaction et cette traçabilité permettent derrière, dans le cadre des processus d'assurance, en fait, donc de pouvoir identifier les parties prenantes, les ouvrages et donc l'historique, toute l'historisation des informations. Donc voilà, donc c'était juste pour faire ce petit rappel, toujours qui est important à ce niveau-là. Et donc après, sur les différents types d'assurance, si on rebalaye un peu le sujet aujourd'hui, on a donc déjà l'assurance tout risque chantier. Donc pour rappel, l'assurance tout risque chantier, c'est une assurance qui est contractée par le maître d'ouvrage au bénéfice du chantier et donc qui va permettre d'assurer depuis la date du démarrage du chantier jusqu'à en principe la fin du parfait achèvement, après selon les polices choisies. Donc tous les risques qu'il peut y avoir d'accidents, de sinistres, multi-risques sur un chantier. Et donc, sur ces assurances tout risque chantier, ce qui va être intéressant avec l'anticipation qu'on peut avoir grâce à la maquette numérique, c'est déjà de pouvoir faire des scénarios d'installation déjà du chantier pour diminuer au maximum les risques déjà, en anticipant des plannings de réalisation, ce qu'on appelle la 4D, donc dans le BIM, cette vision temporaire, qui permet pour chaque ouvrage identifié dans une maquette, chaque objet numérique, d'avoir un délai qui peut être un délai de réalisation et donc d'anticiper aussi des interactions et de la coactivité sur un chantier. Donc cette anticipation ne va pas régler tous les problèmes, mais permet quand même de mieux maîtriser du coup ces risques de coactivité et d'anticiper des possibilités d'accident déjà. Donc il y a eu une enquête Bâti Actu qui a présenté le fait qu'il y avait quand même 4 fois moins d'accidents sur des chantiers qui étaient anticipés avec le BIM.
Alors bien sûr, souvent des chantiers de grande envergure, hein, bien sûr, avec des entreprises majeures qui, elles, utilisent maintenant largement le BIM, notamment pour anticiper leurs chantiers, puis pour faire leurs études d'exécution. Donc on a ce sujet qui est intéressant, et puis l'autre sujet autour du tout risque chantier, ça va être bien sûr en complément donc de la réduction possible du risque d'accident par anticipation, c'est aussi l'aspect préfabrication. Hein, donc pour rappel, la préfabrication, c'est la fabrication en usine. C'est ce qu'on appelle la construction hors site. Vous avez dû entendre parler, il y a eu des articles récents aussi dans Construction 21 et aussi d'ailleurs dans le Moniteur sur ce sujet. Le fait de réaliser une partie des ouvrages d'un chantier en usine et de les amener sur le chantier pour donc les assembler. Donc la partie fabrication lourde est déportée, est faite hors site, est faite en usine, et sur le chantier on fait de l'assemblage. Du coup il y a moins de risques d'accidents et de coactivité forcément dû en général à des ouvrages conséquents. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie tout risque chantier. Donc Sarah vous précisera par la suite bien sûr les évolutions côté assurance du coup de ce contexte. On a l'assurance donc de responsabilité civile professionnelle qui là est une assurance qui n'est pas uniquement liée à notre secteur d'activité immobilier construction, hein, qui est une assurance que toute entreprise en activité en France a l'obligation donc de souscrire pour couvrir son risque donc en tant que professionnel dans le cadre de son activité. Donc là, qu'est-ce que ça change par contre pour les professionnels de l'immobilier de la construction assurés en responsabilité civile professionnelle? C'est le fait qu'on va avoir des nouveaux sujets dans ces polices d'assurance liés à la collaboration autour des maquettes numériques. Donc la collaboration, forcément, ça fait que si vous faites un travail commun avec quelqu'un, numériquement, si vous, dans le cadre de votre action sur ce travail commun, sur ces livrables communs, vous mettez un virus, tout simplement, vous avez une action malheureuse qui altère la base de données qui a été constituée ensemble, ou si vous, effectivement, vous mettez un virus dans la base de données, ça peut entraîner, bien entendu, en fonction des cas, des problèmes de retard dans les phases d'études, des problèmes d'erreur sur la conception ou de la construction. Si on se retrouve à sortir des documents d'exécution, par exemple, qui comportent des erreurs parce qu'il y a des données qui ont été supprimées, il y a un virus dans le modèle. Donc tout ça peut avoir des impacts coût, délai et finalement qualité. Donc aujourd'hui, dans les assurances de responsabilité civile professionnelle, on voit arriver des clauses autour de la cybersécurité. Voilà, et de la protection donc des bases de données. Voilà, donc ça, c'est aussi des nouveaux enjeux que Sarah vous évoquera par la suite. Et il y a également le sujet de la propriété intellectuelle sur les données intégrées dans les maquettes. Vous avez certains objets numériques dans des maquettes, notamment des objets architecturaux ou des ouvrages techniques de bureaux d'études qui nécessitent en fait une ingénierie importante. Et donc, il y a un attachement intellectuel, il y a une propriété assez logique de la part des professionnels par rapport à ces objets. Donc, il y a aussi des clauses par rapport à ces propriétés voilà, qui vont permettre en fait aux maîtres d'ouvrage d'utiliser ces objets et ces informations pour les besoins de l'opération, pour les besoins de l'exploitation de l'immeuble, mais qui derrière ne seraient pas des objets dont la propriété intellectuelle serait 100% cédée au maître d'ouvrage. Voilà. Donc ça aussi c'est important. On a aussi donc l'assurance de responsabilité civile décennale, donc là qui bien sûr est le double principe de la loi Spinetta. Donc vous avez d'un côté le maître d'ouvrage qui souscrit une dommage ouvrage, les constructeurs qui eux souscrivent une assurance de responsabilité civile décennale pour couvrir leur risque décennal pendant les 10 ans qui suivent la réception du chantier sur des ouvrages liés à la solidité du bâtiment, indissociables du bâtiment, donc tout ce qui va être réseau, tout ce qui est intégré au bâtiment, et qui peuvent, en cas de sinistre sur ces ouvrages, avoir un impact sur l'utilisation normale du bâtiment. Donc, cette assurance de responsabilité civile décennale, aujourd'hui, est une assurance qui est obligatoire pour les constructeurs. Dans les constructeurs, on a notamment toute la maîtrise d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises de bâtiments. Aujourd'hui, on a des nouveaux entrants. Donc, côté assureur, mais bien sûr, se pose la question de quel type de police, quelle offre, quel accompagnement de ces nouveaux entrants. Et dans ces nouveaux entrants, on a notamment le BIM management qui, lui, va être dans une position d'assemblage de maquettes numériques en synthèse, notamment en phase d'étude et en phase de chantier, et donc qui se retrouve dans une position donc souvent de constructeur qui peut être intégré côté entreprise, qui peut être intégré aussi côté maîtrise d'œuvre.
et qui parfois sont des sociétés indépendantes, donc qui sont assimilées constructeurs et qui du coup, forcément, doivent bénéficier aussi de ces assurances et de ces couvertures. Donc on a ce sujet déjà de nouveaux entrants, de nouveaux clients quelque part en assurance décennale. Et puis on a aussi par rapport à ça, la fiabilité des informations dans les modèles, la traçabilité des informations et des actions de chacun dans les modèles qui, en cas de sinistre donc, de nature décennale postérieurement à la réception donc, du chantier, vont être également un outil donc, important. Les objets numériques qu'on a dans les maquettes, ça va être un outil intéressant et important où on va pouvoir tracer le qui a fait quoi. Et donc, en termes de contentieux qu'il peut y avoir dans les processus d'assurance, le fait d'avoir des maquettes numériques peut avoir un impact aussi sur les montants de primes si on a une meilleure traçabilité justement de ces risques. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, Sarah va vous préciser un peu ça. On a la problématique de la dommage ouvrage qui est un petit peu le pendant, qui est un peu similaire en fait au sujet de la responsabilité civile décennale puisque ça fonctionne avec. Donc, côté maîtrise d'ouvrage, ce qui peut être intéressant, c'est du coup la meilleure traçabilité des risques. Alors déjà, donc, dont je viens de parler, j'ai un sinistre de nature décennale, j'ai une maquette numérique qui a été constituée en phase étude et qui a été aussi utilisée en phase de chantier. J'ai du coup des informations claires et précises qui me disent qui est à l'origine de quel ouvrage, qui est à l'origine de quel objet, qui a modifié tel objet. Et donc forcément, j'ai un sinistre de nature décennale, je vais pouvoir remonter plus facilement pour faire de la recherche de preuves. Voilà. Donc c'est ça en fait un petit peu aussi l'idée qui est intéressante. On a aussi le côté industrialisation dont je parlais tout à l'heure, le côté construction hors site, qui permet d'avoir une fiabilisation plus importante du produit. Ce qui est construit en usine est vérifié et contrôlé avant que ça arrive sur le chantier. Alors bien sûr, sur le chantier, on fait aussi des vérifications. Bien sûr, il y a des PV, etc., d'essais. Mais néanmoins, c'est vrai que le produit usine est un produit en principe plus fiable sur lequel il y aura potentiellement moins de sinistres de nature décennale. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de prendre le meilleur scénario. En dommage ouvrage, le meilleur scénario, quand on va être en phase étude, on étudie différents scénarios et on peut faire des scénarios de sinistre pour choisir le meilleur matériel qui permettra, dans l'idée, d'avoir moins de sinistres parce qu'on l'a testé dans le modèle. Donc le côté scénario, modélisation est intéressant aussi pour diminuer les risques. Et donc, le dernier sujet aussi sur le côté assurance, c'est ce qui se passe donc, pendant l'exploitation, donc ultérieurement, après donc, les phases de chantier, où là, le BIM est aussi le bénéfice d'une base de données. On a constitué une base de données sur un immeuble, on a donc des informations fiables qui permettent, comme on l'a dit, donc, de tracer un peu le qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé sur tel objet, tel ouvrage, qui peut expliquer tel ou tel problème. Et puis, tout simplement, une base d'information. Un des gros problèmes qu'on a en exploitation quand on veut réintervenir sur des bâtiments, que ce soit pour des interventions suite à des sinistres, que ce soit pour des réinterventions en termes de conception, un gros problème qu'on rencontre, c'est de trouver l'information. C'est où passe le réseau en plafond. Aujourd'hui, avec les outils de BIM exploitation qui sont développés par des facility managers notamment, qui ont développé un certain nombre d'outils, donc Vinci Facilities, voilà, NJ Solutions et autres, qui ont des outils de BIM exploitation, permettent, quand j'ai un sinistre qui se déclare, quand j'ai un équipement technique qui ne marche pas, il envoie de l'information parce qu'il est connecté, maintenant grâce au Smart Building, il est connecté à sa maquette numérique, et il envoie une information dans la maquette comme quoi il est en panne. Donc on visualise en fait le problème. L'intérêt, c'est que je visualise le problème avant qu'on s'en rende compte, presque, avant que l'exploitant, avant que l'utilisateur s'en rende compte. J'automatise du coup le sourcing des problèmes et forcément, si je source une fuite dès qu'elle arrive, je vais pouvoir la réparer avant qu'elle fasse trop de dégâts. Donc, ça pourra aussi avoir un impact sur l'assurance multirisque exploitation, où quelque part, l'assureur, lui, de son côté, il aura bien sûr potentiellement un sinistre à réparer, mais d'une ampleur moins importante. Voilà. Donc, ça aussi, c'est intéressant, cette anticipation qu'on va pouvoir avoir. Donc, je vais laisser Sarah donc, poursuivre là-dessus, donc sur toutes les perspectives qu'il y a suite à ces constats qu'on peut faire et ces opportunités aujourd'hui. Merci Gabrielle pour cet état des lieux. Effectivement, il y a pas mal de perspectives, mais je vais un peu apporter de l'eau pour calmer un peu
les ambitions, puisque aujourd'hui, on est quand même pas au niveau de projection qu'on attendrait aujourd'hui de l'utilisation optimum du BIM. Faut quand même rappeler que l'année zéro du BIM, c'est 2014 en France et qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas au niveau de collaboration optimum pour en tirer tous les bénéfices en termes d'analyse prédictive, même au niveau de l'exploitation, on n'est pas encore tout à fait à ce niveau-là. Mais effectivement, on a un potentiel qui est quand même assez incroyable. Je voudrais juste simplement revenir avant de rentrer dans le fond de mon propos sur une phrase qui a été prononcée par Adrien Spinetta, qui est qui est à l'origine de la loi donc, sur la responsabilité des constructeurs et l'assurance obligatoire. Et c'est une phrase qui a été prononcée dans les années 80, au début des années 80, et qui est assez, qui relève le côté un peu visionnaire quand même de cette loi, puisque déjà en 78, le législateur souhaitait pouvoir disposer d'outils qui permettraient aux opérateurs, aux intervenants à l'acte de construire, de travailler plus efficacement. Et il parlait déjà à l'époque d'une carte d'identité de l'immeuble qui puisse définir l'essentiel de ces données techniques, ainsi que d'un carnet d'entretien qui permettrait de relater les différentes vicissitudes et les sinistres notamment qui surviendraient en cours de vie du bâtiment. On voit quand même à quel point, déjà en 78, on avait une attente au niveau des professionnels de la construction sur l'optimisation de leurs pratiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le BIM et l'ensemble des données qui sont contenues dans cette maquette, on a quand même cette possibilité, ces perspectives qui s'ouvrent au monde de la construction pour pouvoir optimiser ces pratiques. Que ce soit au stade de la conception-réalisation, au stade de l'exploitation, comme tu l'as rappelé, Gabriel. Ce qui est intéressant de pouvoir observer, c'est comment le monde de l'assureur appréhende, aujourd'hui, le monde de l'assurance appréhende cet outil, l'outil BIM et la maquette numérique dans la manière, 1, d'appréhender le risque et 2, potentiellement de traiter les sinistres. On va passer au slide suivant, du coup. Donc, sur le BIM et les risques que ça peut potentiellement induire, la question est de savoir si par rapport à tout ce qui a été exposé par Gabriel, les assureurs ont pu adapter leurs offres à l'émergence de ce nouvel outil dans les pratiques constructives. Faut bien garder en tête que l'utilisation du BIM, même en conception-réalisation, ça reste quelque chose qui est quand même marginal aujourd'hui. On n'a pas le déploiement qu'on pensait avoir au moment où on a commencé à s'intéresser à la pratique en France. Ça ne va pas aussi vite que ce qui était permis de penser à l'époque. On a encore des opérateurs qui sont extrêmement attachés au plan papier et pas mal de personnes qui n'utilisent pas forcément le BIM, en tout cas un niveau de collaboration suffisant pour permettre de voir le risque vraiment se modifier. On a toutefois, au niveau notamment de la TRC, donc la tout risque chantier, la garantie des dommages pendant la réalisation des travaux, des risques émergents qui sont liés à la conception et surtout à l'organisation, à la gestion des chantiers, puisque aujourd'hui, ce BIM, cet outil, le recours à la maquette numérique, ça représente quand même une cible pour les cyberattaques. Et on a un assureur qui est notamment la SMA BTP qui est le premier à avoir sorti ce produit, propose aujourd'hui des TRC Cyber en option de la TRC traditionnelle pour couvrir justement le risque d'attaque de la maquette. Alors pour l'instant, c'est des produits qui sont encore un peu chers, qui nécessitent la mise en place de procédures de contrôle et de vérification des systèmes informatiques qui sont assez lourds. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un produit dont la souscription s'est fortement développée et fortement généralisée. Ça reste aussi des produits qu'on va prendre de manière assez ponctuelle. On a également dans les produits TRC des assureurs qui proposent l'indemnisation, mais uniquement des conséquences financières d'un arrêt de chantier qui serait lié à une attaque cyber sur la maquette numérique. Donc, sans prendre en charge forcément les dommages causés à la maquette en elle-même, on va prendre en charge l'indemnisation des pertes financières qui résulteraient d'un retard lié à
au hacking de la maquette en cours de chantier. Donc ça, c'est des produits qu'on retrouve également sur le marché de l'assurance construction. Et on a également, dans les intercalaires TRC traditionnels, pu adapter les clauses, notamment les options de garantie qui concernent la détérioration des plans. Donc, on a rajouté la détérioration des maquettes numériques, mais ce n'est pas forcément des détériorations qui seraient liées à une attaque cyber, puisqu'on a vu apparaître, notamment à la suite de la clause de la pandémie de Covid-19, beaucoup de clauses d'exclusion sur les TRC qui seraient liées à une attaque cyber. Donc ça, ce sont des clauses d'exclusion qui ont été imposées par la réassurance et du coup qui redescendent via les assureurs sur les intercalaires TRC. Donc le risque cyber en TRC, ça reste quelque chose qui existe, mais qui pour l'instant n'est que marginal. Au niveau de la dommage ouvrage et de la CNR, donc de la police constructeur non réalisateur, qui est la décennale du constructeur, par exemple promoteur, le fait de travailler en BIM, ce n'est pas nécessairement considéré comme une pratique qui est génératrice de risques supplémentaires. Au contraire, aujourd'hui, l'assureur a conscience du potentiel du BIM dans l'analyse et la prévention du risque et ne va pas nécessairement se dire, bon, puisque c'est une maquette en BIM, il va falloir qu'on soit plus vigilant et on va appliquer des surprimes. En revanche, ce qu'il est important de considérer et de vérifier, et la vigilance, elle va surtout s'appliquer à ce niveau-là, c'est sur la capacité des différents intervenants à l'acte de construire, contre lesquels l'assureur DO va recourir en présence d'un désordre de nature décennale, c'est sur leur capacité à eux, à ces intervenants, à intervenir sur les outils via l'outil BIM sur les maquettes numériques. Donc, on va vérifier l'étendue des missions des intervenants, leurs attestations d'assurance, vérifier que l'activité BIM a été déclarée, que le BIM manager, sa mission, elle est bien couverte par sa police d'assurance. On vérifiera également les montants disponibles en RC et puis les éventuelles exclusions, les limitations de garantie sur les modalités d'intervention de la police, vérifier que c'est compatible avec une opération qui sera réalisée en BIM. Donc, au niveau aujourd'hui de ce qui se passe en termes d'analyse du risque par rapport à l'utilisation du BIM sur les chantiers, on en est là. Sur la TRC, on a identifié le risque cyber. Sur l'ADO, ça ne pose pas de difficulté à partir du moment où les intervenants sont correctement couverts, puisque l'ADO ne reste qu'une assurance de préfinancement. Donc, elle va recourir contre les intervenants qui, par contre, eux, doivent être assurés. Donc, vigilance pour la maîtrise d'ouvrage. Quand on fait appel à du BIM sur son chantier, on prévoit bien les clauses qui vont bien dans les CCTP pour les différents intervenants. On a quand même beaucoup d'attentes par rapport au BIM sur la prévention et sur l'analyse de risque. Et c'est surtout aujourd'hui sur ces aspects-là que vont se situer les travaux des assureurs qui s'intéressent à cette pratique. On a remarqué qu'effectivement, il y avait un lien entre BIM et prévention des pathologies et amélioration de la qualité. Donc, on a quand même l'agence qualité construction qui tient une base de données assez fournie sur la sinistralité et sur la causalité de cette sinistralité depuis maintenant un peu plus de 40 ans, via les fiches, notamment les fiches SICODE ou les REX bâtiments performants, en recevant notamment tous les rapports des experts DO pour analyse d'abord statistique, mais aussi sur la nature des sinistres qui sont répertoriés. Et le coût des pathologies dans la construction, c'est estimé à environ 10% du coût de construction, ce qui, mis à l'échelle de la totalité des mises en chantier en France, représente quelques milliards quand même. 50 à 60% de ce coût-là étant pris en charge par l'assurance. Donc, l'idée pour les assureurs qui s'intéressent à cette matière, c'est de pourquoi pas créer, grâce au BIM et aux données, à la data qui est récoltée via les maquettes numériques, créer des dispositifs d'alerte sur certaines pathologies, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même des pathologies qu'on connaît très bien. L'AQC sort tous les ans le FLOP 10
des pathologies de la construction et on a grosso modo toujours les 10 mêmes pathologies qui sortent depuis à peu près 40 ans. Donc on a quand même un manque de capitalisation sur l'expérience, le retour d'expérience en matière de sinistralité et le BIM pourrait être également un outil pour capitaliser sur ce retour d'expérience et prévenir les pathologies dès le stade de la conception en encodant, par exemple, les données qui sont contenues, les données qui sont établies par l'AQC tous les ans. Ça permettrait également d'améliorer la qualité dans la construction, amélioration qui est une question qui revient de manière assez récurrente hein, dans le débat. On a quand même un sujet qualité dans la construction. Le BIM permet également de mieux documenter les techniques et de gérer aussi de manière beaucoup plus efficace les interfaces sur un projet de construction. Et au sujet des interfaces particulièrement, on a deux principaux défauts. C'est l'incompatibilité de deux produits, que ce soit au niveau des positionnements géométriques, mais également au niveau de leur composition chimique avec ce fameux effet cocktail qu'on peut retrouver quand on va positionner deux produits avec des compositions chimiques différentes, qui peuvent porter atteinte d'ailleurs à la qualité de l'air intérieur du bâtiment, qualité de l'air qui est devenue quelque chose d'assez important dans la construction durable aujourd'hui. Et le manque d'interaction et de communication entre deux lots. Donc, ces fameux interfaces sur lesquelles celui qui a fait la pente, il n'a pas forcément informé celui qui va faire le revêtement de sol de la manière dont il est intervenu. Et ça peut être aussi la cause de sinistralité importante sur le chantier. Donc, grâce au BIM, on va quand même pouvoir communiquer de manière différente et puis repérer ces fameux clashs entre différents matériaux ou le positionnement de lots sur le chantier. On aura quand même un suivi d'exécution qui va permettre de limiter considérablement l'ensemble des aléas qui sont intrinsèques à l'opération de construire et qui pourraient également permettre cette prévention des pathologies dans la construction grâce au BIM, une forme d'analyse prédictive également des pathologies et donc de la sinistralité. Sur le sujet de l'analyse prédictive de sinistre, c'est-à-dire la capacité qu'on pourrait avoir, que les opérateurs économiques aujourd'hui pourraient avoir dans la cartographie prédictif du risque sur un projet de construction. Ce sont des sujets qui sont actuellement à l'étude chez Marsh, sur lesquels on réfléchit pour justement pouvoir proposer une analyse complètement différente que celle d'un retour d'expérience sur une sinistralité connue. Pourquoi ne pas pouvoir anticiper les sinistralités à venir, surtout qu'on est en présence aujourd'hui de plus en plus de bâtiments sur lesquels il y a beaucoup d'innovation, il y a l'emploi de matériaux innovants, biosourcés, sur lesquels on ne dispose pas forcément d'informations antérieures. Et le prédictif pourrait justement permettre d'avoir un minimum de certitude sur la pathologie, les pathologies à venir ou prédire les pathologies qui pourraient survenir sur ces projets un peu innovants. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille actuellement. On a également donc la possibilité, comme je le disais, de mieux connaître le risque et de l'anticiper. Et la maquette BIM, elle permet également la centralisation des informations importantes du projet. C'est un véritable outil de traçabilité des matériaux de la construction, des techniques constructives, et ça pourrait permettre aussi l'acceptation plus aisée par l'assureur de risques sur des projets qui vont employer des techniques et des matériaux innovants ou qui vont s'affranchir de certaines règles constructives, puisque notamment avec la loi ESSOC, on va passer à une culture de l'objectif et on pourrait encoder, il est possible d'encoder les objectifs à atteindre dans la maquette plutôt que finalement des normes. On a l'identification des risques et le traçage des actions correctives et de prévention à mettre en place sur lesquelles on pourrait du coup capitaliser sur la connaissance du risque. Et ça bénéficie aussi à l'assureur au stade de l'exploitation. Et tout à l'heure, Gabriel, tu parlais
de la généralisation du smart building et l'utilisation du BIM en phase exploitation. Alors aujourd'hui, l'utilisation du BIM en phase exploitation, c'est limité, mais effectivement, on a quand même un curseur de risque qui est en train de basculer du dommage traditionnel type incendie, dégâts des eaux, à un dommage qui est plus basé sur la cyberattaque et la perte d'exploitation, notamment dans les projets en smart building. Et ça pourrait permettre aux assureurs, effectivement, d'avoir une autre approche du risque en exploitation si on pouvait leur dire, finalement, grâce à tous nos outils connectés, grâce à la maquette, on a aujourd'hui un bâtiment qui ne subira pas forcément de dommages type incendie, dégâts des eaux, mais d'autres types de risques, et revoir aussi le paramétrage et le juste prix du risque. Aujourd'hui, on n'en est quand même pas là sur l'analyse du juste prix du risque. Avec la maquette BIM, effectivement, on a une réduction de certains aléas au niveau de la conception et de la réalisation. Ça n'anéantit pas évidemment l'erreur humaine. Celui qui veut camoufler sa bêtise sur un chantier, il peut quand même le faire, BIM ou pas BIM. Mais là où les assureurs semblent avoir des craintes, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, avec la maquette BIM, on a quand même des projets qui coûtent moins cher, puisque mieux chiffré aussi en anticipé. On sait exactement le nombre de mètres linéaires de produits dont on va avoir besoin sur la construction. Donc, peut-être un coût de construction qui est réduit, une assiette de tarification qui est basée sur ce coût de construction et un risque sur lequel on n'est pas tout à fait sûr qui sera réduit. Donc, pour l'instant, c'est vrai que l'effort tarifaire en présence de la maquette BIM n'est pas réalisé. Au niveau de l'assurance, on n'a pas encore cet effet réduction de prime en présence d'une qualité améliorée parce qu'on n'a pas encore suffisamment de data et de données sur cette réelle amélioration de la qualité. On a également des perspectives d'évolution au niveau assurantiel sur les processus d'expertise des assureurs. Même si le BIM en exploitation, c'est quand même assez peu utilisé encore aujourd'hui, sauf par certains acteurs qui ont un réel intérêt, en tout cas qui ont compris vraiment de manière assez anticipée le réel intérêt, et je pense notamment aux bailleurs sociaux qui utilisent le BIM en phase d'exploitation depuis quasiment le départ. On pourrait effectivement avoir des intérêts pour l'assureur dommage ouvrage et notamment au stade de l'expertise amiable qui est très contrainte en termes de délai sur l'ADO. Ça pourrait permettre de maîtriser les frais d'expertise avec notamment le développement de l'expertise virtuelle qui a été testée pendant le Covid, puisque les experts ne pouvaient plus se déplacer, mais il y a eu quand même des sinistres. La sinistralité ne s'est pas forcément arrêtée pendant le Covid, et on a pu voir se développer se généraliser finalement pour des considérations de pratique. On ne pouvait plus se déplacer. Donc l'expertise virtuelle a bien marché pendant cette phase Covid et c'est brutalement arrêté quand les gens ont pu retourner sur site. Donc c'est quand même qu'il y a encore un petit travail à faire sur l'appréhension de l'outil par l'assureur et par les experts DO pour développer l'expertise virtuelle. L'autre enjeu pour l'assureur, c'est d'assurer une réparation efficace des désordres, puisque l'assureur dommage ouvrage, tant qu'il ne répare pas l'ouvrage de manière pérenne et efficace, il devra tout le temps payer jusqu'à ce que la réparation soit parfaitement efficace. Donc c'est vrai qu'avec l'outil BIM et les données qui sont intégrées dans la maquette, on pourrait avoir finalement une aide à la manière dont on va pouvoir réparer le sinistre dans le respect finalement du principe de la réparation intégrale. Donc, on ne répare que ce qui doit être réparé sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime. Et puis, ça permet aussi à l'assureur DO de préserver ses recours puisqu'il y a effectivement une traçabilité des actions qui permet de ventiler les imputabilités en termes de responsabilité derrière et peut-être de mieux orienter les recours. Donc, avec une
on perd moins de temps à convoquer toutes les parties, tous les intervenants à une opération de construction, et on va pouvoir peut-être mieux cibler les personnes qui sont responsables et les convoquer uniquement elles, ce qui limite aussi les frais d'expertise. Donc, par contre, il y a quand même un travail à faire sur la centralisation des informations qui sont pertinentes pour l'expertise, puisque les informations qui sont actuellement contenues dans la maquette, elles n'intéressent pas toutes l'assureur DO, et des fois, elles ne sont pas contenues dans la maquette. Ça va être le cas, par exemple, du RFCT, qui ne figure pas forcément dans la maquette numérique. Donc voilà, automatisation du traitement des sinistres avec l'analyse des désordres, un comparatif avec ce qu'on dispose comme données de l'AQC, et une aide à la détermination des travaux et pourquoi pas aux propositions d'indemnisation derrière. Donc on a quand même un certain nombre de perspectives au stade de l'expertise, et je crois que le cabinet Saretec mène des travaux aujourd'hui sur ces sujets-là, notamment un de leurs experts qui a fait le master BIM de l'école des ponts, dirigé par Olivier Selnik, qui s'appelle Jérémy Bouchet, a fait toute une étude sur l'utilité du BIM en expertise construction. Donc les choses avancent également à ce niveau. Donc voilà sur les perspectives. Peut-être que Gabriel, tu veux reprendre la parole? Non, mais je pense que ça complète bien effectivement ce que j'avais dit sur l'état des lieux. Là où effectivement tu as raison, c'est que bon, il y a beaucoup de projets de bâtiments en France. Dans tous ces projets, on doit mettre en place des assurances DO pour une majorité de ces opérations. Et effectivement, dans ce cadre-là, tous les projets ne sont pas en BIM. Donc effectivement, tu as bien fait de le souligner, hein, c'est pas une majorité d'opérations. Maintenant, on voit que ça se développe surtout maintenant, voilà, sur l'impulsion notamment de l'État maintenant avec le plan BIM 2022 où, pour mémoire, à partir de janvier, hein, toutes les communes de plus de 3500 habitants auront l'obligation de proposer donc aux dépositaires des dépôts numériques. Alors, ça ne veut pas dire maquette numérique forcément, mais on va dire que ça pousse quand même à l'utilisation de tous ces nouveaux outils, déjà pour concevoir. Je pense que c'est quand même des dynamiques importantes. Et puis, côté investisseur, comme tu l'as justement dit, hein, effectivement, ça intéresse beaucoup les assureurs sur la partie traçabilité d'informations pour anticiper, pour mieux comprendre dans le cadre des contentieux. Donc, je pense que ça, c'est important. Mais du coup, côté investisseur, côté propriétaire, c'est ça aussi l'enjeu, hein, c'est la connaissance du patrimoine. Voilà, donc c'est vrai que ça tire un peu sur ces deux côtés-là. Maintenant, effectivement, voilà, sur la partie également BIM exploitation, on est aux prémices, hein. Il y a quand même des offres effectivement qui se structurent chez des acteurs majeurs du facility management. Donc voilà, tout ça est à suivre. En tout cas, écoutez, on est disponible pour les questions. Je vous remercie beaucoup toutes les deux, et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux en termes de participants. On se posait la question quand on s'est vu, Gabriel, au mois de mai dernier, enfin certains posaient la question de la maturité finalement des assureurs vis-à-vis de tous les enjeux du BIM pour la construction. Je pense que Sarah nous a prouvé ce matin que cette maturité, elle est bien là. Même si voilà, aujourd'hui vous Sarah, c'est votre travail, et puis bon Marche est quand même le leader des services professionnels en risque. Donc si on se déporte un peu au-delà de Marche et de ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le marché a un degré de maturité, effectivement, qu'il y a une réelle prise de conscience, peut-être des réflexions communes aussi entre assureurs par rapport à tout ce que va permettre ou pas le BIM demain? Alors, oui, il y a une vraie prise de conscience chez les assureurs aujourd'hui. On a à la tête du bureau assurance construction de la FFA une femme extraordinaire qui s'appelle Victoria Pavot-Aymon, et qui est extrêmement dynamique sur tous ces sujets-là, et qui pousse vraiment à la mobilisation des acteurs de l'assurance sur les thématiques d'innovation, que ce soit le BIM, le smart building, le réemploi des matériaux. Donc, on a quelqu'un déjà à la FFA qui est très engagé dans cette démarche-là. Mais on a quand même un marché de l'assurance dont le métier est de prendre des risques, mais des risques qui ne soient pas, comment dire, certains.
Donc, ils vont quand même avoir une forme de réticence à aller spontanément vers des démarches d'innovation. Mais cela étant, tous les assureurs en interne réfléchissent quand même à ces sujets. Mais voilà, ce n'est pas non plus le niveau de maturité qui est attendu quand on a derrière des enjeux environnementaux extrêmement importants qui sont liés à la construction. On peut quand même s'attendre, on pouvait s'attendre à un peu plus de répondants côté assureur, même s'il y a des démarches qui sont engagées, il y a des assureurs qui sont intéressés, il y a des assureurs qui suivent certains projets. La massification des pratiques qui est attendue, aujourd'hui, le marché de l'assurance n'y répond pas. On est vraiment dans de l'étude au cas par cas et on n'a pas trouvé aujourd'hui la solution pour pouvoir massifier et accompagner les projets les plus innovants. Donc, c'est vrai que c'est un peu problématique, mais les assureurs n'ont pas d'autre choix que de s'intéresser à ces sujets-là. Puisque aujourd'hui, la réglementation européenne, et je pense à la taxonomie, qui flèche les investissements vers des actifs durables, nécessite que l'ensemble finalement des bâtiments soit des bâtiments avec des caractéristiques, les caractéristiques du développement durable. Et les investisseurs vont se diriger spontanément vers ces produits-là d'investissement. Il faut aussi se rappeler que certains assureurs sont également propriétaires de beaucoup de bâtiments et qu'ils entreprennent aussi des travaux. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de schizophrénie qui est un peu bizarre et qui, pour le coup, pourrait permettre aussi aux assureurs finalement de s'accompagner eux-mêmes sur certaines réflexions et sur la nécessité de massifier. Mais non, aujourd'hui, on est quand même loin de ce qu'on pouvait espérer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la TCR cyber. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de réflexions sur les données qui sont auditées en cas de sinistre imposent une mission vis-à-BIM tracée qui a un coût. Hein, vous l'avez dit vous-même, coût qui aujourd'hui est encore assez important, non négligeable, on va dire, et une compétence qui est encore peu normalisée également. Là-dessus, est-ce qu'il y a aussi des réflexions pour essayer de faire en sorte que tout ça puisse s'harmoniser dans les temps à venir? De toute façon, aujourd'hui, le risque cyber, il coûte cher pour tout le monde, que ce soit en TRC ou hors TRC. Hein. C'est le produit qui est le plus majoré au moment des renouvellements. On est clairement en présence d'un risque qui pourrait être un risque systémique, puisque tout le monde peut subir des attaques et même on peut subir au même moment dans différents endroits du monde une attaque cyber. Donc, c'est vrai que c'est un risque qui coûte assez cher à l'assurance et du coup à ceux qui veulent s'assurer et qui nécessitent des mesures de prévention importantes. Et au niveau du chantier, quand de toute façon la maquette va se généraliser, je pense que les investisseurs qui seront derrière obligeront les maîtres d'ouvrage à souscrire ce type de produit, puisque le hacking de la maquette, c'est peut-être derrière une demande de rançon qui peut mettre en péril l'économie du projet, ou même le bloquer tout simplement pendant plusieurs mois et générer des problématiques de retard assez importantes. Donc, on a quand même cette nécessité de travailler finalement de concert avec l'assurance sur la manière dont on va pouvoir sécuriser le risque cyber pour pouvoir le rendre assurable sur les chantiers. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'assurance et de l'assurabilité de la maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à la maîtrise d'œuvre, donc les architectes, les bureaux d'études techniques? Est-ce que leur RCP décennale classique couvre les risques BIM sans qu'il y ait de clause particulière? Non, il faut que soit prévu effectivement en fonction de la mission. Si vous voulez, l'utilisation du BIM par un maître d'œuvre sur un chantier, ça doit faire l'objet d'une contractualisation. On doit définir sa mission. Et c'est la définition de cette mission qui permettra de moduler finalement ses besoins en assurance.
Donc, en fonction de la mission qui sera donnée à l'intervenant, maître d'œuvre ou BIM manager, ou si ce n'est pas la même personne, de son niveau d'implication dans la maquette, du niveau de synthèse également qu'on attend de l'outil, on n'aura pas forcément les mêmes risques et il faudra adapter la police d'assurance. Donc, on a quand même des assureurs et notamment un assureur mutualiste qui accompagne les architectes depuis toujours et qui est assez précurseur sur les sujets innovants et qui accompagne ses adhérents dans toutes les évolutions qu'ils subissent au niveau de leur filière, quoi. Donc, on a, au niveau des architectes, pas trop de problèmes d'assurabilité, que ce soit sur le BIM ou sur le réemploi. Ou sur d'autres techniques, sur les techniques non courantes, les architectes assurés chez cet assureur mutualiste sont couverts en TNC. Juste pour compléter ton propos, Sarah, je pense qu'il y a quand même un point qui est quand même un risque pour l'assureur, c'est aujourd'hui, vous avez un certain nombre de maîtres d'œuvre, architectes et autres qui se sont mis à utiliser en fait le BIM en interne. Donc, ils se sont mis à mettre en place des maquettes numériques pour leur travail. Et parfois, ça ne fait pas l'objet forcément d'une information à la maîtrise d'ouvrage, ça ne fait pas forcément l'objet d'une information à leur assureur, quoi. Donc voilà, à voir le risque qu'il peut y avoir, notamment comme tu l'as dit justement, sur les histoires de cybersécurité, sur leur travail, etc. Voilà. Mais après, des intervenants qui utilisent le numérique voilà, en interne, ça a toujours existé. Et je pense notamment à ceux qui font de la charpente, ils ont toujours utilisé des logiciels. Après, c'est le niveau de partage de l'information qu'il faut déterminer et qui peut être générateur de risques dans la construction. Mais je ne vois pas comment ils peuvent utiliser la maquette en mode collaboratif sans en avoir parlé à la maîtrise d'ouvrage. En fait, effectivement, ça peut se faire dans des équipes de maîtrise d'œuvre. Quand, par exemple, tu as un mandataire, tu as un maître d'ouvrage qui prend une équipe de maîtrise d'œuvre où il y a un mandataire, donc ils sont en co-maîtrise d'œuvre, en fait. Et ils font, entre guillemets, leur tambouille, c'est-à-dire qu'ils travaillent en équipe. Et ils peuvent être amenés, maintenant qu'ils sont équipés en termes de logiciels, en fait, être amenés à échanger des maquettes sans que le maître d'ouvrage soit forcément informé. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, je dirais que le fond du problème de ça, c'est que vous avez quand même beaucoup de maîtres d'œuvre aujourd'hui pour qui le BIM, c'est un outil de travail, en fait, et qui ne voient pas forcément les aspects donnés, ces risques-là, en fait, et qui, du coup, aussi parfois par manque d'acculturation sur le sujet, ne vont pas forcément en informer leurs clients et considèrent qu'ils ont peut-être un outil de travail d'équipe qui les satisfait mieux qu'avant. Voilà, c'est plus ces situations-là, moi, que je vois, que je peux voir. C'est juste pour préciser ça. Et puis, on va peut-être prendre une dernière question. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la norme qui est en vigueur maintenant depuis juin 2019, je crois. La norme ISO 19650. Est-ce que vous pensez que cette norme puisse être une manière de réduire les risques, notamment les risques de détérioration de bases de données? Alors moi, il faut qu'on me donne plus de précision. Cette norme, je suis désolée. Je ne suis pas la science infuse, je ne connais pas cette. C'est une norme internationale pour faciliter les projets de construction. Bon, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer parce que c'est beaucoup trop technique. Mais je ne sais pas si Gabriel, vous connaissez et vous savez. Oui, c'est effectivement dans le BIM, on a eu deux grandes normes ISO, hein. On a une première norme ISO, effectivement, comme tu l'as dit, Sarah, en fait, qui a donné un peu le là au BIM, hein, en France, hein, de 2014. Donc en fait, avec la première norme de 2013. Qui est une norme d'interopérabilité logicielle autour de l'IFC 4, donc le format de maquette. Et on a eu effectivement une norme plus récente, hein, donc, dont vous parlez, qui là est le contenu des maquettes, en fait l'organisation des données dans les maquettes. C'est ça, je pense, la question porte là-dessus, sur le fait, l'apport en fait de cette nouvelle norme ISO, qui est une norme à la fois d'organisation des données dans les maquettes, donc qui va normer finalement l'incrémentation des informations dans les maquettes numériques, et également la communication autour des maquettes avec
donc les formats d'annotation des maquettes pour échanger entre les équipes BIM. Oui, donc a priori, c'est quand même une manière évidente de réduire le risque de détérioration. Si c'est normé, etc., ça favorise quand même le fait que les choses se passent le mieux possible. Bah, écoutez, je vais vous remercier infiniment toutes les deux pour cette présentation. Vous avez été tout à fait clairs et nous avons beaucoup de retours de personnes qui vous remercient et qui ont trouvé ça passionnant. Donc voilà, écoutez, j'espère que nous nous reverrons. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous souhaite également une bonne journée. Merci Sarah, merci Gabriel. À bientôt. Au revoir.